Vous écoutez Arte Radio. Tiens, le truc de... Si tout va bien, au moment où vous trouverez cet épisode en ligne, début janvier, je serai chez mes parents, affalée en jogging sur le canapé, ça sert à rien, probablement occupée à scanner sur mon téléphone l'intégralité des recettes du dernier livre de cuisine d'Ottolenghi que j'ai acheté à ma sœur pour Noël. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ou alors à essayer de revendre sur le bon coin la serre chauffante électrique pour herbes aromatiques qu'elle est bien capable, elle, de m'offrir. En fait, je l'utiliserai pas, ça me déprime un peu. Mais avant de quitter la radio, j'ai pris le temps de concocter un petit épisode spécial lendemain de fête avec plusieurs personnalités que j'ai déjà enregistrées au cours des saisons passées et que j'avais envie de retrouver pour qu'elles nous donnent un conseil, des pistes de réflexion ou d'activités à pratiquer pour faire en sorte que cette nouvelle année soit un peu moins pire que la précédente. Tu le veux ? Oui. Je te le donne. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut aller plus fort ? Vivons heureux avant la fin du monde. On est mal. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Arnaud Forest et produite par Arte Radio. En général, après le Black Friday qui dure maintenant tout le mois de novembre, puis le mois de décembre passé à errer avec ma liste de cadeaux parmi les piles de pulls en acrylique, les coffrets beauté Sephora où il y a plus de plastique que d'ombre à paupières, les déstockages massifs de montres connectées, j'arrive aux fêtes de fin d'année en crise d'éco-anxiété niveau 4. Ce qui ne m'empêche pas de me retrouver le 25 décembre à fourrer des chaussettes de Noël de merdouille à 2,99 €. Donc j'ai eu envie d'aller consulter Julia Faure. Elle n'est pas thérapeute, mais après ses études d'ingénieur, elle a fondé une marque de mode éthique et responsable, comme on dit, en gros des vêtements chers qui durent très longtemps, pour lutter contre la fast fashion. Et je me suis dit que Julia Faure pouvait être la bonne personne pour se remettre les yeux en face des trous et essayer de comprendre pourquoi, en ce moment où tout le monde nous dit qu'il faut faire des économies, on est paradoxalement si vulnérable à la surconsommation. C'est toutes ces chaînes de magasins où tu ne sais même pas ce que tu vas acheter à l'intérieur. Tu y vas parce que tu sais que c'est pas cher et tu vas te laisser tenter. Chez Action, nous avons des prix bas, comme par exemple ces boîtes de rangement, mais aussi ces super fines liquides vaisselle 500 ml pommes. Et donc il y a plein de techniques dans ces chaînes de magasins pour te faire acheter des choses. Déjà, il y en a plein, c'est pas des rayons, tu sais, c'est un parcours. Donc tu passes devant plein de choses qui sont pas chères du tout et tu te dis, ah bah oui, une épuisette à pamplemousse à moins d'€1. Et si je la prenais, elle est super marrante. Ou tiens, un déguisement de pastèque, ou tiens, nanana, etc. Donc déjà, le fait que ça soit un parcours, tu n'es pas là parce que tu as besoin de quelque chose, tu es là pour acheter comme une distraction. C'est presque comme un magasin de jouets, tu vois. Enfin, il y a plein de couleurs et tout qui te font envie et tu es là pour te faire plaisir. Parce que c'est tellement pas cher qu'en fait, tu peux prendre tout ce que tu veux. Et qu'il y a un peu un truc de reproduire le mode de vie des ultra riches comme on se l'imagine, tu vois. Remplir ton panier, en fait, de tout ce que tu veux. À la fin, ça te coûtera 10-20 €, mais tu te seras distrait pour cette somme-là. Acheter pour rigoler. Et je trouve qu'il y a un truc comme ça avec les hauls Chine, tu sais. Haul, je sais pas comment ça se dit, H-A-U-L. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un haul de 300 balles. Haul de chez Chine, AliExpress et plein d'autres trucs. Je vais pas tous les citer, mais bon, en fait, je crois que c'est que Chine et AliExpress dans tous les cas, ouais. Il y a que du AliExpress. C'est une énorme tendance. T'achètes plein de trucs sur une marque d'ultra fast fashion en ligne. Et ensuite, tu fais un unboxing sur ton compte Insta, quoi. Et tu montres ces fringues à foison que t'as pu t'acheter pour quelques euros, quoi. C'est vraiment un unboxing de surconsommation. Vous allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et là, je suis trop excitée parce qu'on va ouvrir une tonne de colis. Cette illusion de l'abondance. Mais
au fond de nous, on trouve quand même que c'est génial. Notre instinct, c'est quand même d'avoir plein de choses pour pas cher. Il y a peu de choses qui sont aussi plaisantes que la bonne affaire. C'est presque de ça qu'il faut réussir à se désintoxiquer. C'est pas évident, hein, mais arriver à tirer sa joie d'autre chose que d'acheter des choses. Bon, ça, j'ai l'impression qu'on le souhaite tous au fond de nous, mais qu'on n'y arrive pas, justement. Et la question, c'est plus de comprendre ce qui nous empêche tant de se désintoxiquer. Je pense que une des raisons pour laquelle on surconsomme des objets, c'est qu'on n'est jamais mis face aux conséquences de cette surconsommation. La première chose, c'est que cette surconsommation d'objets, elle est permise parce que les objets coûtent peu cher, et ces objets coûtent peu cher parce qu'ils sont fabriqués dans des pays où les gens sont mal payés et où l'environnement est mal protégé. Mais c'est tellement loin de nous, quoi, c'est tellement loin des yeux, loin du cœur, que il est rare de se poser la question de pourquoi un t-shirt coûte 4 €, quoi. En fait, on l'oublie parce que c'est devenu tellement... c'est courant, c'est normal un t-shirt qui coûte 4 € finalement. On s'est habitué, et je pense aussi que dans des périodes où on a moins d'argent, enfin là en ce moment les gens ont moins d'argent, on se sent le droit de ça, on se dit aussi qu'on le mérite, on dit bah attends, j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas me payer un t-shirt à 30 balles, c'est vraiment un truc de riche finalement de s'acheter des vêtements produits localement ou bien produits, tant pis quoi. Et je pense aussi que c'est peut-être une stratégie des marques pour nous faire penser en tant que consommateurs et nous faire oublier qui on est en tant que citoyen. En fait, l'idée que acheter des produits low cost, c'est bon pour les pauvres, c'est une idée que poussent beaucoup les lobbies du low cost, de la fast fashion et tout. Et je crois que c'est une manière d'effacer, d'oublier qu'est-ce que c'est les conséquences derrière tout ça. Tout est fait pour qu'on ne fasse plus le lien entre ce prix et les conséquences sociales et écologiques de ça. C'est comme si on avait envie d'être dans un pays où les choses sont toujours de moins en moins chères. Mais un pays où tout est pas cher, c'est un pays pauvre. Quand on achète quelque chose de pas cher, c'est indirectement une manière de définancer les services publics. Quand tu achètes quelque chose de pas cher, ça veut dire qu'il est produit par des entreprises qui fabriquent à l'autre bout du monde, donc tu as des impôts de production qui sont pas payés en France, des cotisations sociales qui sont pas payées en France, et du coup c'est de l'argent en moins pour les écoles, les hôpitaux, la police, etc. Dans l'industrie textile, depuis les années 90, on a perdu plus d'1 million d'emplois. Et ça, c'est que les emplois directs, parce que quand l'usine d'une ville ferme, c'est aussi toutes les autres petites entreprises de la ville qui ferment. La boulangerie, le bureau de poste, etc. Donc la première conséquence du low cost et des vêtements pas chers, c'est que ça crée du chômage ici. Et d'ailleurs, ce t-shirt pas cher, non seulement il crée du chômage dans la fabrication, dans l'industrie, mais il crée aussi du chômage dans la vente et dans le service. Comme en gros on délocalise la production des vêtements, ils coûtent moins cher, donc ils sont vendus moins cher. Au lieu de les vendre dans des magasins où il y a une vendeuse, un patron, etc., ils vont commencer à être vendus dans des surfaces de plus en plus grandes ou en ligne, etc. Et en fait, ils ne créent pas du tout plus d'emplois dans la vente. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique de voir que la plupart des petits commerces de centre-ville, mettent la clé sous la porte. Et un pull Chine, il est fabriqué en Chine et il est vendu en ligne. Donc il a rien créé du tout en France, peut-être un emploi d'intérimaire de mec qui bosse dans un entrepôt pour traiter ça, mais c'est à peu près tout quoi. Ça inverse vraiment la perspective, je trouve, de comprendre que les produits low cost nous donnent l'impression de faire des économies, alors qu'en réalité, sur le long terme et collectivement, ils nous appauvrissent. Encore faut-il avoir le luxe de pouvoir se poser la question. Les autres conséquences du low cost, elles sont aussi économiques. C'est la question du déficit commercial. Mais en fait, un pays, il exporte certaines choses et il importe d'autres choses. Et donc, s'il importe plus qu'il exporte, en valeur, c'est-à-dire que le pays perd de l'argent. C'est-à-dire que le pays s'appauvrit. Et la France, elle a un déficit commercial qui est important. C'est-à-dire qu'elle importe plus de choses qu'elle n'en exporte. En gros, quand tu importes plus que tu exportes, tu t'endettes pour compenser cet écart. Et c'est cette dette et les intérêts de la dette que tu dois financer. Et c'est là que tu dois commencer à te poser des questions de « Ah bah si je coupais dans les dépenses de l'État, si je fermais des lits d'hôpitaux, etc. etc. » Quand on est pauvre, les services publics, c'est super important. Si on est vraiment limite, si la consultation chez le médecin, ça coûte tout à coup 20 € et qu'elle est plus remboursée, on va arrêter de se soigner. Les modèles les plus évidents, c'est
système de santé ou du système d'éducation aux États-Unis, on voit ce que ça fait un pays où ce qui est gratuit chez nous est payant. Ça fait vraiment des endroits où les gens se soignent plus, ou s'endettent pour se soigner, ou s'endettent pour étudier, etc., etc. Et en fait, c'est l'autre effet pervers, c'est quand on fait venir en masse des produits pas chers, ce qu'on fait, c'est qu'on met en concurrence le modèle français, qui protège les gens, qui paye bien les gens, qui protège l'environnement. Ça, on le met en concurrence avec le modèle bangladais, quoi, où les gens sont payés 100 balles par mois, sont super, où il n'y a pas de limite d'heure, où il n'y a pas de vacances, etc. Et on dit, regardez, c'est beaucoup moins cher de produire au Bangladesh, donc c'est ça qu'on va acheter. Donc, en fait, le modèle français, il faut arrêter de produire, etc., etc. Il n'est pas bon, soit on arrête de produire en France, soit on le casse, quoi. Quand on achète du low cost, on donne de la puissance à ces modèles-là, et en fait, on sape notre modèle. Moi, ce qui me donne un peu d'espoir, là, en ce moment, c'est que je trouve qu'il commence à y avoir une prise de conscience de ça. Et pendant longtemps, en fait, on a masqué le problème. On a dit que le problème de compétitivité de la France, c'était les normes. Tu vois, on était là, il y a trop de normes, trop de bureaucratie. Et là, les agriculteurs, avec le Mercosur, ils sont plus du tout ambigus. Ils disent non, c'est pas les normes. C'est la concurrence déloyale. C'est le fait qu'on fait rentrer sur notre marché des choses qui sont mal produites, et que, pour faire face à ça, ce qu'il faudrait, c'est dégrader le modèle français. C'est se tirer une balle dans le pied. Jusqu'à quel niveau on peut dégrader le modèle français ? Baisser les salaires jusqu'à arriver à 100 euros par mois pour pouvoir être compétitif avec le Bangladesh ? C'est assez inédit, parce que pendant des dizaines d'années, les politiques présentaient la délocalisation, la tertiarisation de l'économie française et le fait qu'il y ait de plus en plus de produits pas chers sur notre territoire comme quelque chose de super. Je sais bien que c'est pas avec des petits gestes individuels qu'on pourra sortir de cette spirale. Mais Julia Faure dit qu'essayer de se fixer des garde-fous, chacun à son échelle, ça permet de se sentir plus concerné par le débat politique et que ça crée de l'engagement. Si au lieu de te dire je vais aller chez Action et je vais claquer 20 balles et je vais avoir plein de trucs, et si tu te dis non, je vais plutôt, par exemple, qu'est-ce que tu vas acheter, une serviette de toilette, tu vois, chez Action ça coûte 2 balles et tout, tu dis non, en fait au lieu d'acheter une serviette de toilette à 2 balles que je vais utiliser comme ça, que je vais jeter, je vais plutôt me poser la question de c'est une serviette de toilette que je vais vouloir garder 10 ans, 20 ans, dont je pourrais pas me débarrasser. Où est-ce que je l'achète et quel effort je mets dedans et qu'est-ce que je veux quelle est comme valeur cette serviette que je vais acheter. Qu'est-ce que je veux laisser rentrer chez moi comme objet s'il ne pouvait pas sortir avant 10 ans. Je pense que c'est une bonne question, ça. Si tous les objets qu'on s'achetait, on ne pouvait pas s'en débarrasser, ça serait un bon contrepoids au fait d'acheter n'importe quoi parce que c'est pas cher. Un autre sujet qui n'a rien à voir avec la surconsommation, mais qui me travaille aussi pas mal pendant les fêtes de fin d'année, c'est les conversations. Typiquement quand on se retrouve coincé 3 heures à table au réveillon, à côté de son tonton Patrick, qu'on voit une fois tous les 2 ans, qu'il faut trouver des choses à lui dire, mais éviter les sujets touchy qui risquent de le faire glisser sur sa pente complotiste. Tout ça sans s'évanouir d'ennui dans le vol au vent aux crevettes de mamie. Ça m'épuise. C'est tout un art, la conversation, que je trouve difficile à maîtriser. Or, il se trouve que Jennifer Tamas, la professeure de littérature que j'avais adoré enregistrer pour un épisode sur les contes qu'on lit traditionnellement à nos enfants, Jennifer Tamas a consacré dernièrement un petit livre à la galanterie. Pas la galanterie moisie d'aujourd'hui, quand les hommes comptent, fleurettent ou payent l'addition avec une idée derrière la tête. La galanterie telle qu'elle a été inventée au XVIIe siècle, par des femmes, justement, qui cherchaient à définir une nouvelle manière de se parler, de mener les conversations. Et cette galanterie originelle, on l'a complètement oubliée, alors que c'est une mine pour réfléchir à nos échanges d'aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est en fait comment naît la galanterie au XVIIe siècle par rapport à un refus de la violence, parce qu'on vient des guerres de religion, des guerres intestines en France où des protestants et des catholiques se sont massacrés. Puis il y a aussi cette violence dans la chambre à coucher, cette façon de concevoir les unions conjugales comme des contrats
où des jeunes filles, ce qu'on voit dans les mémoires, se plaignent de ne pas connaître la personne qu'elles vont épouser, qui ont 2 ou 3 fois leur âge, et que tout est négocié sans leur consentement, alors que justement l'Église, à cette époque, favorise le consentement des époux. Donc il y a une espèce de violence qu'on retrouve à tous les niveaux de la société, et un rejet de la violence. Ce rejet de la violence va s'exprimer de plusieurs façons. Donc, par exemple, Louis XIV dit que on va sortir les seigneurs féodaux de leur fief, les amener à la cour, on va les éduquer, on va les faire converser avec des femmes, on va leur donner accès à des divertissements, une façon de parler, une façon de vivre ensemble, une sociabilité nouvelle. Essayer d'assainir en fait les mœurs. Ça a eu un effet vraiment important au XVIIe siècle. Et dans les conversations, donc ce qui se passe, c'est qu'on va donner une place nouvelle aux femmes qui vont pouvoir, ce qu'on appelle faire salon. Elles vont exiger qu'on se parle autrement. Tout à coup, la femme va sortir de l'obscurité et va pouvoir avoir une parole en pleine lumière devant d'autres, devant témoins. Et donc, ça va être un jeu conversationnel où finalement, on va demander aux hommes de mettre un peu de côté cette hyper-virilité qui a un rôle en fait concret dans la société, puisque les hommes doivent protéger le royaume. Donc, ils ont une épée, les valeurs guerrières sont valorisées. Mais en fait, sortir de cette violence pour favoriser des jeux d'esprit, changer la façon de se parler, changer la façon dont on exprime les liens humains, les sentiments. Galer, ça veut dire s'amuser, être agréable. On se fait du bien par le fait de se parler. Trouver des façons de communiquer, de se tourner vers l'autre. Cum vertum, la conversation, c'est l'art de se tourner vers l'autre. Donc, ce qui est intéressant avec les femmes au XVIIe, c'est que finalement, on va favoriser des échanges à partir de sujets de société. En fait, on va intellectualiser le sentiment au lieu de réduire la conversation à des liens grivois, des sous-entendus, des blagues gauloises, etc. Ce qui est une tendance qu'on retrouve chez beaucoup d'hommes. Et ça crée des échanges nouveaux, en fait. Finalement, le cœur humain est beaucoup plus complexe que ce à quoi on le réduit. Il n'y a pas une façon d'être ami, il n'y a pas une façon de s'aimer. Et on crée des liens différents avec chaque personne différente. Ça veut dire qu'on doit écouter, qu'on doit se rappeler. Et c'est ça une conversation qui fonctionne. Vous voyez, il n'y a rien de plus pénible qu'un ami qui vous raconte, vous avez un super moment, vous prenez un goûter, etc., vous vous racontez vos vies, vous vous revoyez une semaine plus tard et la personne a tout oublié de ce que vous lui avez dit et on recommence. Donc en fait, c'est ça, c'est une assiduité amicale, l'idée qu'on sombre pas dans ni l'indifférence, ni l'oubli, ni la tiédeur, parce qu'en fait, on retient ce que l'autre nous dit, qu'il y a des bonnes et des mauvaises conversations, comme il y a des bons auditeurs, ou des gens, au contraire, qui ne vous écoutent pas. Il y a des gens qui vont vous vampiriser, vous vider de votre énergie, et des gens, au contraire, qui vont rebondir, qui vont vous apporter de l'élan, et vos batteries seront rechargées à la fin de l'échange. On dit que votre futur est un des plus honnêtes du monde, qu'il est bien fait, aimable, de bonne mine, qu'on ne peut pas avoir plus d'esprit, qu'on ne saurait être d'un meilleur caractère. Que voulez-vous de plus ? Pour avoir une idée plus concrète de comment tout ça se mettait en pratique au XVIIe siècle, Jennifer Tamas m'a conseillé de lire les romans de Madeleine de Scudéry ou la correspondance de Madame de Sévigné. Des textes magnifiques, mais qui mettent la barre un peu haut en termes de maîtrise du français. Donc, je me suis permis de demander à Jennifer Tamas comment nous, à notre petit niveau, on pouvait transposer cet idéal galant de la conversation en 2025. Une des différences fondamentales, c'est qu'on est dans une société qui va très très vite, où on communique beaucoup et où finalement on peut même communiquer sans être en présence, ce qui est quand même fou pour la société du XVIIe. Donc c'est vrai que par rapport à cette exigence de vitesse, de résultats, d'attente, on doit tout de suite dire oui, dire non. Parfois on passe un peu à côté
du temps qu'on prend ensemble, soit pour converser, soit pour mettre à plat certaines choses. Et donc, en fait, par rapport à cet art galant, moi, je trouve que ce qu'il y a de très, très beau, c'est que c'est fondé sur une relation d'inégalité, puisque de fait, au XVIIe siècle, c'est une société de privilèges, c'est une société où quand on est femme, on n'a pas le pouvoir économique jamais de la même façon que quand on est homme. En fait, dans notre société démocratique et plus égalitaire, en fait, il y a quand même des relations d'inégalité. Il y a quand même quelqu'un qui a du pouvoir, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille. Et donc, je pense que justement, cette fiction d'égalité que permet la conversation, c'est quelque chose qui peut être cultivé pour créer une forme de vraie écoute à l'autre. Et c'est vrai que souvent, par exemple, si je prends l'exemple des enfants, souvent, on dit « Ah oui, les enfants, quand ils rentrent de l'école, ils veulent pas dire ce qui s'est passé. On n'arrive pas à leur faire sortir un mot. Qu'est-ce que tu as mangé à la cantine ? Rien, je veux pas t'en parler, etc. » En réalité, on est toujours en situation de surplomb. Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi ? C'est une sorte d'inquisition, quoi. Enfin, même si elle est bienveillante, moi, j'adore savoir, je vais vite. En général, je prépare le repas, je fais 10 000 choses en même temps. Mais j'ai remarqué que quand je pose pas les questions hyper frontalement, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as mangé ? Tu as appris ta nouvelle poésie ? C'est quoi tes devoirs ? Etc. Quand je sors de cette espèce d'inquisition et que je parle de manière un peu détournée en disant « Tiens, je suis en train de te préparer des pâtes, j'espère que c'est pas ce que t'as mangé à la cantine. » Tout à coup, il va me dire « Ah bah non, mais tu sais ce que j'ai mangé ? En fait, j'ai mangé ça. » Et en fait, où à partir du moment où on accepte de laisser le rôle de notre supériorité, etc., et que vraiment le but, c'est de créer du lien, mais ça demande du temps. On n'a pas forcément ce temps-là. Et ça crée des échanges super. Et par exemple, souvent les mails professionnels, c'est pour demander quelque chose et on est dans cette transaction. Et à partir du moment où on essaye de parler à l'autre autrement que de la transaction, dire « tu te rappelles, la dernière fois, on a parlé de ça. Tiens, j'ai vu ce podcast ou cette émission, ça m'a fait penser à ça. » Et de mettre un lien, c'est-à-dire une attention à l'autre qui soit pas juste purement instrumentale. C'est-à-dire, je te parle parce que j'ai besoin de toi et je t'instrumentalise et j'en ai rien à faire de toi et de ta vie. Et en fait, je trouve que dès qu'on ouvre sur la facette humaine de l'autre, c'est-à-dire par rapport à d'autres choses qui pourraient faire plaisir, à ce moment-là, on restaure en fait un lien humain. Restaurer du lien humain dans ses mails professionnels, ça a un petit parfum de happiness management. N'empêche, je me souviens que quand le président a annoncé la dissolution de l'Assemblée au printemps dernier et qu'on était tous séchés sur place, j'avais été complètement bluffée par les stories que postait Victoire Tuaillon sur son compte Instagram, où elle racontait comment elle avait décidé de ne pas lâcher l'affaire, d'aller frapper aux portes, d'ouvrir la conversation, bref, de restaurer du lien humain en pleine Bérésina. Et c'est pour ça que je lui ai demandé de conclure cet épisode. Je me suis dit qu'elle aurait de quoi nous rebooster l'électroencéphalogramme, un peu de carburant politique pour 2025. On en aura bien besoin. L'année 2024, elle est quand même marquée pour moi par la consternation devant la dissolution, évidemment. Moi, je me rappelle du sentiment d'urgence, en fait, au moment où la dissolution est annoncée. Déjà, avant, au moment des élections européennes, en fait, de voir les scores du Rassemblement national et de l'extrême droite partout en Europe, ce qui est quand même quelque chose de physiquement très nauséeux, en fait. C'est ça, ce sentiment-là de nausée, qu'en fait, il y a comme rien à faire, qu'on ne sait pas où se jeter, quoi faire, quoi dire, qu'on est enfermé dans des bulles où, en fait, si on s'exprime en ligne, il n'y a que les mêmes personnes qui sont d'accord avec nous, qui vont nous lire, donc que faire, comment s'exprimer ? Et ensuite, par l'incrédulité devant l'extraordinaire mobilisation qui a eu lieu en quelques semaines de partout. Et des choses très concrètes à faire, du genre faire des campagnes de démarchage téléphonique, aller faire du porte-à-porte, parler à ses proches. Et ça, je me rappelle que l'action avait quelque chose de libérateur. Ensuite, dans les joies qui étaient présentes, je pense qu'il y avait la joie de faire des choses ensemble et dans la vie concrète. Et puis que les joies, elles viennent quand les gens se voient en vrai et font des choses ensemble. La plus grande source de plaisir dans la vie, c'est faire des choses difficiles en groupe. Voilà, c'est ça qui procure le plus de joie.
Manifester, c'est important pour la sensation physique aussi que ça procure d'aller occuper littéralement l'espace public, donc de marcher au milieu de ces rues où d'habitude on a du mal à circuler parce qu'on a peur de se faire écraser par des voitures. Et donc on signifie que voilà, cet espace n'est pas qu'un espace marchand, c'est un espace qu'on peut occuper. Ça t'implique physiquement, donc les décisions qui vont être prises ensuite, ça t'importe en fait sur ce sujet-là. Tous les endroits où j'ai manifesté, j'y pense. En fait, quand je marche maintenant, je me souviens. Voilà, de ça, donc ça, c'est important. Ça permet de créer un nouveau rapport au lieu aussi. Ensuite, ça permet de rencontrer les gens, de voir la tête qu'ils ont, les gens qui sont d'accord avec toi. Et tu pourras penser à ces personnes-là quand tu seras en train de râler tout seul en écoutant la télé ou la radio. Tu pourras te souvenir qu'il y a tout un peuple en fait qui est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire pour être plus ou moins engagé dans le monde. Et encore une fois, chacune fait comme il peut, selon ses capacités. Et tout ça, ça sert à rien de culpabiliser déjà. Dans les moins impliquants, il peut y avoir des pétitions, des soutiens à des tribunes, le fait de faire circuler à son échelle des informations qui nous paraissent importantes, ou des tribunes, ou des pétitions, des textes, des informations, etc. Voilà, donc déjà, s'informer dans la mesure de ses capacités, et puis parler de ce qui nous indigne autour de nous. Pour en discuter avec les gens, pas pour forcément les convaincre, mais pour savoir ce qu'ils en pensent, et donc pour réengager les autres aussi, quoi. Ensuite, il y a l'idée de se rapprocher des syndicats, et puis des mouvements locaux, là où on habite, de voir quels sont les mouvements sociaux en cours. Franchement, il y a fort à parier que si vous êtes à côté d'un hôpital, ça va pas très bien pour eux en ce moment. Donc, aider les hôpitaux, aider les luttes dans les écoles. On sait que les conseils de parents d'élèves, c'est des lieux où les militants d'extrême droite sont encouragés à aller, notamment pour bloquer toute possibilité d'éducation à la vie affective et sexuelle. Bon, ça vaut le coup de s'investir dans ces conseils de parents. Vraiment se demander qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut contribuer, quoi. C'est pas vrai que tout est foutu, et quand on commence à contribuer, on se sent aussi mieux inscrit dans le monde, dans la société, dans les collectifs. C'est très important. C'est un peu ironique de parler de qu'est-ce qui va nous donner de l'espoir, comment s'engager et tout, parce que personnellement, je suis dans une phase de grand découragement sur tous les domaines. Mais je me souviens quand même de deux choses qui me donnent de la force, deux idées plutôt. La première, c'est que l'espoir, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, mais c'est quelque chose qui se travaille en fait, et c'est comme jardiner en fait, faut le faire. Et pas dans un espoir mou du genre ah bah de toute façon ça va bien arriver par s'arranger. Non, pas du tout en fait. Justement, d'espérer parce qu'on est en train de faire quelque chose aussi. Il y a une autre chose moi qui m'aide beaucoup. Quand je suis complètement désespérée à lire l'actualité au jour le jour, que je me dis que vraiment, ça fait 35 ans que je suis en vie, que j'ai rien vu qui donne tellement d'espoir, et que c'est de pire en pire. Enfin, depuis que je suis petite, je sais que les écosystèmes sont en train de s'effondrer, et je me dis, mais il n'y a rien qui semble aller dans le bon sens, en fait. C'est terrible. Bon. Et après, ce qui m'aide face à ça, c'est de dézoomer chronologiquement et de me dire que peut-être de notre vivant, nous ne verrons rien s'améliorer, mais qu'il est possible que tous les efforts qu'on fait maintenant aient un effet pour les générations futures, peut-être dans 2 ou 3 générations, même plus, et donc qu'on n'est qu'un maillon de la lutte. Voilà. Ça, moi, ça m'aide beaucoup à garder de l'espoir, aussi à pas croire qu'il faudrait que je voie immédiatement les effets de la lutte pour que ce soit convaincant, en fait. Parfois, on fait des choses, on voit pas, en fait, les effets que ça a, on peut pas les mesurer non plus. Je le vois avec le mouvement féministe, où en fait celles qui ont lutté au 19e siècle et même avant, elles désespéraient aussi, se dire que jamais les femmes ne vivront libres, et elles sont mortes en fait avant de nous avoir vus, nous autres, beaucoup plus libres qu'elles ne l'étaient. Et j'ai beaucoup de gratitude pour elles d'avoir fait tout ça, et j'espère que des gens auront de la gratitude pour nous de nous être battus, mais pour ça il faut se battre. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète. À suivre sur arteradio.com.